Enregistrement. C'est vous qui allez nous donner la parole? Voilà, tout à fait. Oui, bienvenue donc, bienvenue à cette initiative d'Espace Mars. Merci donc à Marie, à Maria et puis à Nicole donc de éventuellement contribuer ce soir à la présentation de cet ouvrage collectif qui porte sur vivre avec la mémoire des conflits d'un continent à l'autre. Évidemment, je sais que c'est une problématique que nous avons un peu abordé à Espace Mars, mais à mon avis insuffisamment. Mais en tout cas, on l'avait évoqué, notamment après, je dirais, après la fin de la guerre en Afrique du Sud. Je qualifie de guerre, effectivement, une guerre de libération, bien sûr. Mais on a aussi beaucoup parlé de ces questions-là avec Marie, après ce qui s'est passé, évidemment, en Colombie. Donc, je vais passer la parole tout de suite donc à Marie, et puis ensuite Marie fera la prolongation avec Nicole et Nicole. éventuellement Lisa. Voilà. Allez, Marie, à toi. Non, non, non. C'est Nicole qui commence. Alors c'est Nicole. Bon, excusez-moi. Voilà, je lève la main. Voilà, donc bonsoir. Et merci pour l'invitation et merci à ceux qui sont présents à distance. Donc, nous allons présenter, Marie et moi, cet ouvrage que nous avons coordonné, construit, préparé ensemble, mais à vrai dire préparé à trois, donc avec aussi Patricia Payot, qui ne peut pas se joindre à nous, mais que nous saluons amicalement. Et puis aussi et surtout, c'est un ouvrage collectif qui en réalité a une vingtaine d'auteurs. Nous devrions être 20 idéalement. Donc, nous allons nous relayer au micro, Marie et moi. Et quant à moi, donc, je fais l'entrée en matière et je dis quelques mots à partir du titre. Vivre avec la mémoire des conflits, encore un livre sur la mémoire, vous l'avez dit, on en a parlé déjà de ce sujet. Il y a beaucoup d'études sur la mémoire depuis plusieurs années maintenant, sans doute aussi décennies. Et donc, se pose la question d'entrée de ce qui fait peut-être l'originalité, la spécificité de cet ouvrage-ci. Et je dirais quant à moi que c'est sa diversité, c'est la diversité interne qui le caractérise, qui est une diversité des sujets, on va le voir, des approches, et diversité des contributeurs qui viennent d'horizons géographiques et aussi et surtout d'horizons disciplinaires divers. On a des historiens, des philologues, des civilisationnistes, des juristes, spécialistes de l'éducation, du cinéma, du théâtre, artistes plasticiens, historiens de l'art, etc. Et des spécialistes qui sont chacun des contributeurs qui sont chacun spécialistes de la question qu'ils ont choisi d'aborder ici. Il faut ajouter que parmi les auteurs figurent un certain nombre de témoins, ce qui veut dire aussi que la distance au sujet n'est pas la même d'un article à l'autre, et c'est sensible et ça contribue à la diversité des témoins, des événements et des situations qu'ils évoquent. Ce qui est frappant aussi quand on regarde ce livre, ce qu'il distingue, je crois que c'est la grande amplitude géographique et accessoirement historique aussi des objets d'étude et de réflexion. Grande amplitude géographique d'un continent à l'autre, c'est ce que dit le sous-titre. Donc on voyage d'un continent à l'autre, plus exactement Europe, Amérique latine, latino-américaine, enfin, espace latino-américain et Afrique, accessoirement Proche-Orient. Et puis aussi une amplitude historique qui est, je crois, inévitable dans un livre consacré à la mémoire. Le nôtre va, en somme, de 1914 à nos jours, globalement.
Voilà, c'est les quelques mots que je voulais dire avant de donner la parole à Marie qui va entrer plus avant dans les thématiques et les questionnements qui sous-tendent l'ouvrage. Merci Nicole. Bon, bonsoir, bonsoir à vous et merci de participer à cette soirée. Alors, pour continuer dans la lignée de ce que vient de vous dire Nicole, j'ajouterais qu'il y a diverses manières d'aborder la mémoire, puisqu'il y a effectivement énormément de sujets sur la mémoire, de publications sur la mémoire, mais il y a diverses manières de l'aborder et l'art en est une. C'est pour cette raison qu'il occupe pratiquement une petite moitié, on va dire, de cet ouvrage, ou tout du moins la question de la représentation. Le second aspect, c'est la présence de la Colombie dans cet ouvrage, même s'il n'y a qu'un seul article qui parle du rôle de l'art en Colombie, et puis l'ouverture qui est faite par Juan Manuel Echevarría. Dominique, est-ce que tu voudrais faire un partage d'écran sur l'image d'un travail de Juan Manuel Echevarría? Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais en 2015, au musée d'Aquitaine, il y a eu une exposition qui s'appelait « Colombie, la guerre que nous n'avons pas vue », voilà, qui était autour de Juan Manuel et des travaux de Juan Manuel et justement de tout son travail, tout ce qu'il appelle la constitution d'une mémoire historique, d'une mémoire de la guerre. Et donc ça, c'est une série cette photo appartient à une série qu'il a consacrée aux écoles abandonnées par la guerre, c'est-à-dire des écoles qui sont vides et qui sont dans un état de délabrement avancé, comme vous pouvez voir là, puisque c'est carrément, le mur est carrément fendu, le mur au-dessus du tableau, enfin, qui traverse sous le tableau noir plutôt, et à l'heure actuelle, il en a enregistré 160 écoles différentes qu'il a enregistrées, qu'il est allé voir au fin fond de la Colombie, pour justement comme mémoire de cette guerre qui sacrifie l'éducation et l'avenir des enfants. Donc voilà, merci Dominique. Et donc, la Colombie est présente dans cet ouvrage dans la mesure où cette année, en 2015, il y avait un colloque qui était en même temps, qui s'ouvrait en même temps au musée d'Aquitaine et en même temps que s'inaugurait l'exposition sur la guerre que nous n'avons pas vue. Et nous avons été précurseurs à Bordeaux, comme toujours à l'avant-garde, puisque 2 ans plus tard, c'était l'année de la Colombie en France. Et Juan Manuel a de nouveau été exposé, mais cette fois-ci à Arles et dans plusieurs sites au cours de l'année de la Colombie en France. Donc, pour ce qui est de notre travail sur la question de la mémoire, en fait, nous avons, à toutes les trois, nous avons réuni et coordonné sous une optique commune et en soulignant les points communs et les enseignements, tout ce qui pouvait provenir de situations et de lieux et d'époques très différentes. On a donc dans un premier temps une perspective comparatiste, mais on constate en même temps que toutes les situations mettent en jeu des rapports de force entre trois secteurs, et les rapports de force étant différents selon justement les situations. C'est-à-dire les 3 secteurs, ce sont l'État, les victimes et les bourreaux. Donc, et les proportions vont varier en fonction de la situation. Par ailleurs, la question que nous posons dans l'introduction, elle nous semble fondamentale. C'est vraiment ce qui, après maturation, discussion, etc., a fini par émerger, c'est-à-dire, est-il possible de mettre fin à un conflit, à l'échelle d'une vie humaine, et mettre fin à un conflit de manière satisfaisante pour toutes les parties en jeu. Parce que c'est en fait ce qui se dégage dans toutes ces interventions. Donc, en général, on finit par trouver ce qu'on pourrait appeler un apaisement des mémoires au nom de la nécessité de vivre ensemble. C'est-à-dire ce qui place réconciliation, vérité et réparation comme des notions centrales et qui, justement, par l'intérêt de ces thématiques actuellement, n'ont cessé d'être enrichies sémantiquement tout au long du XXe et du XXIe siècle. On parle des notions, alors, vérité, réparation, réconciliation, mémoire est venue s'ajouter, victime,
vivre ensemble, crime de guerre, parce qu'on a oublié, mais crime de guerre, c'est une notion relativement récente, enfin relativement, oui, après la Seconde Guerre mondiale, c'est relativement récente qui est venue enrichir cet horizon du conflit, et reconnaissance aussi, la notion de reconnaissance. Tout cela en plaçant la réconciliation comme la valeur la plus haute et la garante du vivre ensemble. Nous avons aussi dégagé une autre notion qui est la notion de régime mémoriel qui indique le choix qui va être opéré par, on va dire entre guillemets, les décideurs, le choix et la place qui seront accordés à la mémoire au regard du temps et de la transmission de la mémoire. Et donc, vous le verrez aussi, nous avons un exemple tout à fait intéressant qui est celui du musée de la mémoire au Chili, parce que il illustre très bien cette apparition des lieux mémoriaux que l'on va voir fleurir à partir des années 80, et il illustre très bien aussi ce qu'on peut appeler un choix politique au regard de la mémoire. Et donc, dans tout cet ensemble, l'art va proposer un décentrement du regard, l'art comme mémoire de la guerre, comme volonté de raconter autrement, parce que c'est aussi ça, comme fonction thérapeutique, comme mode de résilience. Alors même si la notion de résilience est assez critiquée actuellement et parfois juste titre, la résilience est aussi un médium par excellence, plutôt l'art, c'est le médium par excellence de la sauvegarde d'une mémoire douloureuse. Et donc, l'art va donc faire appel à la fois à l'éthique et à l'esthétique, afin de combler parfois les manques de l'histoire, tout en se refusant à être synonyme d'impunité et d'oubli. Un critique qui s'appelle John Owen, qui a beaucoup écrit sur les réconciliations et les périodes post-conflictuelles, John Owen est très clair. Pour lui, la démobilisation politique et culturelle conditionne la nature et la qualité de la paix. Et ça, c'est quelque chose de fondamental aussi. Alors, nous allons maintenant entrer dans le gros du livre, c'est-à-dire les articles. Et le premier article, enfin, c'est plutôt, il fait partie des ouvertures, c'est celui de François Hubert, qui à l'époque du colloque et de l'exposition était conservateur du musée d'Aquitaine. Et donc, il nous expose dans le livre, il nous expose, il nous fait part de son expérience, mais son expérience et en regard aussi de la situation politique de l'époque, de comment il est arrivé à mettre en place et à créer des salles d'exposition permanentes sur la traite des Noirs et l'esclavage en lien avec l'histoire de Bordeaux. Et à l'époque, il nous explique combien la situation était tendue et compliquée. Et il nous montre toutes les parties qui étaient en jeu et toutes les tensions que cela a générées. Eh bien, de manière tout à fait surprenante, comme quoi quand on parle, quand on prend son temps, quand il y a une volonté aussi derrière, ils y sont arrivés. Et ils sont arrivés à s'entendre, même si tout le monde n'est pas d'accord. Enfin bref, c'est normal. Mais ces salles existent et elles sont là pour être commentées, pour être visitées, pour être discutées. Mais ces salles, finalement, ont vu le jour. Et pourquoi la façon d'apaiser les choses, ça a été de choisir de prendre pour partie l'histoire, en partant du fait que l'histoire, les mémoires sont différentes, mais l'histoire qui a généré ces mémoires est une seule histoire, ce sont les faits. Voilà. Et donc, et puis en plus là-dessus, il n'y a plus de témoins directs. Donc là-dessus, je passe la parole à Nicole qui va enchaîner sur la partie européenne. Voilà. Donc, nous vous proposons de circuler à l'intérieur de l'ouvrage et de contribution en contribution. Hein. Évidemment, un parcours assez rapide et qui va suivre, à partir de maintenant, la géographie, en somme, Europe, Amérique du Sud, Afrique. Donc, pour commencer par l'espace européen, l'ouvrage s'ouvre et ce circuit à travers l'ouvrage aujourd'hui s'ouvre sur un article consacré à la réconciliation franco-allemande. Et c'était délibéré
puisque la réconciliation franco-allemande est souvent citée comme exemplaire, comme un modèle en matière de rapprochement, de transformation des relations entre anciens belligérants. Un modèle, même si l'on sait qu'il n'y a pas de modèle stricto sensu qui serait transférable en la matière. Et aussi, même si on sait que la perfection de l'exemple franco-allemand n'est pas non plus n'est que relative, hein, et la réussite toujours à confirmer. C'est un long processus continu, un processus interactif et continu. Donc, le sujet est traité par Stéphane Martens, qui est professeur à Cergy-Pontoise, professeur de relations franco-allemandes, et qui est spécialiste aussi de la mémoire des guerres et des conflits allemands notamment, et qui s'intéresse plus précisément ici, étant donné le sujet, à la place de la gestion mémorielle au sein du processus de réconciliation. Il fallait, pour avancer sur la voie de la réconciliation, il fallait à la fois proposer une perspective, la vision, c'est comme ça qu'on l'a appelé, d'une communauté de destin, et, plus difficile encore, intégrer le négatif, les zones d'ombre nombreuses et lourdes du passé, des passés. Et donc la mémoire des conflits, c'était un défi. Et ce qui est peut-être surprenant, en tout cas pour ceux qui ne connaissent pas trop cette affaire, c'est de constater que l'intégration de la mémoire des conflits franco-allemands, la réconciliation franco-allemande, pendant longtemps, a, pourrait-on dire, fait l'impasse sur l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Sur la Seconde Guerre mondiale. Donc, a intégré pendant longtemps une partie d'oubli. On considérait en somme que la confrontation à ce passé terrible n'était pas compatible avec la réconciliation. Et donc, il a fallu attendre les années, en somme 80 et surtout 90, pour que démarre un travail de mémoire commun, des travaux d'historiens communs, franco-allemands, qui a débouché, c'est assez exceptionnel, sur la réalisation d'un manuel franco-allemand, un manuel d'histoire franco-allemand destiné aux lycéens de France et d'Allemagne, seconde, première terminale. C'était en 2006-2008. Donc on s'était entendu sur une façon de parler du passé, y compris la Seconde Guerre mondiale. Et donc cette part d'oubli qui a longtemps régné, hein, elle se voit très bien dans le choix des éléments de mémoire qui ont été sélectionnés pour les discours, les rencontres, les symboles. Pendant longtemps, c'était une mémoire qui précédait la Seconde Guerre mondiale. Hein. Et par exemple, il suffit de se souvenir de la poignée de main célèbre et importante Kohl-Mitterrand à Verdun, c'était en 1984, et c'était la Première Guerre mondiale. C'était moins difficile de parler ensemble de la Première Guerre mondiale. On y est arrivé assez vite. Et il y a un pas important entre cette poignée de main et ensuite le voyage commun qu'ont fait François Hollande et le président de la République fédérale de l'époque, Joachim Gauck, en 2013 à Oradour-sur-Glane. Voyez. Donc, nettement plus tard, on intégrait l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et des horreurs qui l'ont accompagnée. Voilà, donc bon, j'en reste là parce qu'on ne peut pas s'attarder trop sur chaque contribution. Je serai peut-être même moins longue sur les autres.
2 articles illustrent eux aussi cette question de la réconciliation après un conflit européen, à partir des images au sens propre, c'est-à-dire cinéma, photographie. Alors c'est d'abord l'article de Clément Puget. Clément Puget est maître de conférence en cinéma et audiovisuel, ici à Bordeaux-Montaigne, spécialiste de l'histoire au cinéma, les relations entre histoire et cinéma. Et il envisage la question sous l'angle qu'a évoqué Marie à l'instant de la démobilisation des esprits, qui n'est pas la démobilisation tout court. Hein, l'armistice qui met fin à la guerre ne démobilise pas aussitôt les esprits, loin s'en faut. Et il envisage sous cet angle un ensemble de films qui traitent de la Première Guerre mondiale, qui commencent tout au début, en 19, et qui finissent pratiquement de nos jours. Il y a les 2 films J'accuse d'Abel Gans, 1919-1938, et puis donc Clément Puget va jusqu'à des films récents consacrés à la Grande Guerre, François Duperron, La Chambre des officiers, 2001, et puis Bertrand Tavernier, La vie et rien d'autre, 1989, et Capitaine Conan, 1996. Et donc il montre dans la plupart de ces films le motif récurrent et extrêmement impressionnant des gueules cassées. Des gueules cassées qui apparaissent à l'écran comme le symbole des blessures qui ne se referment pas, qui sont toujours montrées au XXIe siècle, et donc qui révèlent la survivance, non plus maintenant des tensions d'avant-guerre, comme ça pouvait être le cas encore en 19 dans le premier film d'Abel Gans, mais la survivance du souvenir traumatique de la Première Guerre mondiale et, comme dit Clément Puget, des douleurs infinies qu'elle a infligées à nos sociétés. La longue durée, la longue survivance des traumatismes, c'est quelque chose qui revient dans ces contributions, qui revient aussi dans l'article de Monica Alonso, qui est spécialiste d'art contemporain, et qui, elle, cherche dans les photos de famille à lire le processus de réconciliation, en l'occurrence de la société espagnole après la guerre civile. Et plus précisément, elle étudie de façon très, très minutieuse, au fil des époques, des photos de quelques familles républicaines, donc qui appartiennent au camp des vaincus, et elle montre ce qui se révèle dans ces images de traumatisme d'une part et d'évolution vers l'apaisement aussi d'autre part. Et elle compare aussi ces photos, du moins les premières, à des photos comparables parce qu'elles ont le même sujet, elles traitent le même sujet, l'enfance, les enfants après la guerre. Des photos prises dans une famille proche, à l'inverse du camp nationaliste, du camp des vainqueurs. Nicole, oui. Est-ce que tu veux qu'on montre les photos ou pas? Vous les avez sous la main, là? Oui, on les avait essayées avec Dominique. Hein, c'est compliqué. Il faut montrer peut-être, oui, les 2 premières, là, enfin les 2 premières. Oui, voilà. Peut-être pas mal. Bon, c'est 4 et 5. C'est 4 et 5, Dominique. Je passerai très vite, mais... D'accord. Je te laisse commenter. Hein. C'est 4 oui. et 5, Dominique. Je m'étais trompée. 4 et 5. Merci. Alors, vous allez voir. Et tu continues à commenter parce qu'on t'entend sur le... On t'entend même si on partage l'écran, on t'entend. Donc, il n'y a pas de problème. D'accord. La première photo est prise. C'est une série de 3 photos. Hein, une famille du camp des vainqueurs, le petit déjeuner. Je peux la raconter, l'image. On commence à raconter, oui. Hein, c'est ce qu'on fait quand il y a des pannes.
Et là, ce n'est pas une panne, on attend simplement un petit peu. 3 enfants prennent leur petit déjeuner, 2 ou 3, je ne sais plus, le petit déjeuner avec la bonne. C'est l'image du quotidien, d'un quotidien tout à fait anodin, sans problème. Voilà, les voilà, ils sont 2. Le quotidien, la normalité, vous voyez que les enfants ne posent pas du tout, on ne leur a pas demandé de poser ni de sourire, ils ne sont pas très contents, là, mais bon. Voilà, il n'y a rien à démontrer. Hein. On ne fait pas prendre la pause à personne, c'est banal, des photos comme on pourrait en prendre. Et puis, elles sont à comparer avec des photos prises dans l'autre camp. Tu peux montrer l'autre, Dominique? Voilà, merci. Alors, vous verrez que du côté des vaincus, au contraire, toutes les photos sont posées, on pourrait même dire qu'il y a une vraie mise en scène, une espèce de pyramide construite qui culmine avec l'enfant qu'on soulève le plus haut possible devant un immense immeuble en construction. Alors là, c'est une photo qui paraît pleine de symboles, enfin très démonstrative, voilà. Et bon, ça c'est un exemple. Et après, il y a d'autres images, d'autres familles, et c'est pareil. Donc là, tout doit converger vers l'idée de la reconstruction et de la survie, hein, la survie qui est, dont l'enfant est le symbole. Il faut montrer qu'on est en train de s'en sortir. Donc, bon, voilà déjà un écart considérable. Et Monica Alonso détecte aussi sur ces photos et sur d'autres qui suivent les failles, parfois des malaises, hein, des photos qui se regardent non sans malaise. Là, par exemple, je sais qu'elle insiste sur le choix de la contre-plongée et sur cette photo centrale là qui fait presque tomber là l'hôpital construit à l'arrière-plan, que l'on construit à l'arrière-plan, à la construction duquel travaille d'ailleurs le père de famille. Bon. Et donc elle suit ces photos jusque dans les années 60, et c'est seulement la dernière photo d'une autre famille républicaine, c'est en 1967, qui montre des personnages, un couple détendu, qui de nouveau ne symbolise plus rien, ne se place pas devant un monument qui voudrait signifier quelque chose. Voilà, ce sont deux touristes à Bruxelles, comme vous et moi. Et donc, elle voit la preuve là que le traumatisme s'est estompé, que la réconciliation a progressé. Mais globalement, hein, c'est aussi une contribution qui illustre la longue durée du traumatisme, hein, 1967. Voilà, merci pour les photos. Toujours l'espace européen, 2 contributions se rapportent à la Seconde Guerre mondiale et à l'expérience des camps. Et ces 2 contributions sont centrées sur la question du témoignage et la question de la vérité qui va avec. Un article de Peter Kwon, qui est professeur de philologie romane à Salzbourg, est spécialiste des récits concentrationnaires et de l'écriture des prisonniers français de retour des camps. Et c'est là-dessus que porte son article, hein, sur les témoignages de la déportation qu'on essaie des survivants français de Mauthausen, Ravensbrück et Auschwitz, qu'ils ont écrit pour la plupart au lendemain de la guerre. Alors, ils montrent, je dirais, 2 choses. D'une part, que les témoignages obéissent dans toute l'après-guerre à des grilles de lecture idéologiques très, très marquées, très, très visibles. C'est la guerre froide, hein. Même si chaque témoin présente sa vérité subjective ou idéologique comme universelle.
même si on n'a jamais affaire qu'à des vérités qui sont partielles et plurielles, et avec les témoins, c'est ça. Et Pédocone montre d'autre part que la grande majorité des auteurs, soit n'ont pas trouvé d'éditeurs, soit n'ont pas trouvé d'éditeurs de renom qui auraient pu aider à la vraie diffusion de ces écrits. Et donc, dit-il, la grande majorité des témoignages a été marginalisée par la société, qui a manifesté très peu d'intérêt pour des écrits qui sont néanmoins extraordinairement importants et précieux. Il n'y avait pas de structure encourageant la parole, de commission vérité, réconciliation, on était très loin de là. L'autre contribution qui concerne les camps, qui concerne Auschwitz en l'occurrence, et les témoignages, c'est celle de Christina Sewald. Christina Sewald est philologue et juriste. Et on le comprend très bien quand on la lit. Elle oppose la vérité du témoin, la vérité subjective du témoin et la vérité objective ou présumée objective que le tribunal cherche à établir. Tandis que le témoin éprouve un besoin irrépressible de dire sa vérité, son expérience, ses émotions, ses sentiments ressentis à l'époque du camp. Le tribunal le juge ne s'intéresse à lui strictement que comme pourvoyeur d'éléments véridiques, d'éléments factuels véridiques. Et elle prend l'exemple, Christina Sewald prend l'exemple, le cas de Philippe Müller, qui est un cas très très impressionnant. Il faisait partie du commando chargé de sortir les cadavres des chambres à gaz à Auschwitz. Et donc il avait vraiment beaucoup d'émotions à transmettre et que le tribunal, en somme, ne voulait pas entendre. Le tribunal, c'était la cour d'assises de Francfort qui jugeait, c'était en 1965, 21 anciens SS d'Auschwitz. Donc, elle étudie très précisément la déposition de Philippe Müller, les mots du juge. Et ce qui est très intéressant dans le cas de ce témoin, c'est que plus tard, beaucoup plus, enfin en 1979, alors plus de 30 ans après qu'il a quitté Auschwitz, et 15 ans encore après le procès, il a publié un texte mémoriel pour dire, pour le coup, écrire sa vérité. Ce qu'il a vécu à Auschwitz, sa vérité subjective individuelle. Voilà, bon, c'est un article qui est très, très passionnant, où Christina Sewald dit aussi, pour conclure, ce qui est une des fonctions majeures du procès, c'est qu'il contribue à établir la vérité historique. Et par là, il contribue à la pacification des situations conflictuelles. Parce que ce sont les données factuelles qui forment la première partie du jugement, toujours. Nous avons un dernier texte relatif à l'Europe et d'ailleurs à la Seconde Guerre mondiale, ou à la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, c'est celui de Judith Avenel. Alors, toute autre approche, Judith Avenel est artiste plasticienne et docteur en art. Excuse-moi, Nicole. Dominique, tu peux afficher les photos 2 et 3, s'il te plaît? Je suis longue, hein? Je vais un peu faire vite, peut-être. On va voir la photo, ça sera... Tu vas la commenter? Oui, continue, commence à en parler. Ouais. Voilà. Donc, elle analyse 2 œuvres de l'artiste Esther Shalev-Gertz, 2 œuvres qui traitent
de la mémoire d'une façon très originale en mettant en jeu, en incluant le public et la responsabilité du public, du corps social. Elle est bien rendue là. Alors, première photo, on va voir, en première œuvre qu'elle étudie, on va voir la seconde, c'est le monument contre le fascisme qu'elle et son mari, artiste lui aussi, ont installé en 86 dans une banlieue de Hambourg. Alors, c'est une stèle, une colonne, vous voyez, de 12 mètres de haut, qui est placée, on le devine aussi, dans la rue. Donc, ils ont choisi délibérément le lieu le plus banal et surtout le plus passant possible dans l'espace public. On leur a proposé un parc, mais ils ne voulaient pas un espace vert, ils voulaient l'espace public. Tu peux montrer la seconde, Dominique. Oui. Alors, les passants étaient engagés à signer, à poser leur nom au bas du monument contre le fascisme, à s'engager à lutter contre le fascisme, la violence et la guerre. Et il y avait un dispositif qui faisait qu'au fur et à mesure que s'accumulaient les signatures, le monument, la colonne s'enfonçait dans la terre, et vous le voyez là, en noir et blanc, comme alors je ne sais pas, ça a duré 7 ans, hein, donc de 86 à, je ne peux pas lire, mais enfin, 7 ans plus tard, on a vu disparaître le monument. Ce qui se lit, je crois, de la façon suivante: à terme, il revient aux citoyens, à chacun de nous, de relayer le monument, le mémorial, voilà, la mémoire et la volonté d'empêcher le retour de l'irréparable, de l'horreur, relaie le mémorial. Et c'est pourquoi le monument, le mémorial peut disparaître, il est repris en compte par chacun, par les acteurs d'aujourd'hui. Voilà. C'est quelque chose qui est assez frappant qu'on n'oublie pas. Marie, j'arrive à la fin de l'Europe, si je puis dire, et je te laisse poursuivre. C'est bon? Excusez-moi, là pour le coup, oui, c'est moi. Excusez-moi. Donc, je relais avec l'Amérique latine. Et puisque Ivan est là, nous allons commencer avec le Chili, sur lequel nous avons 3 articles très, très différents. L'un, c'est sur d'un doctorant je crois en art plastique, qui s'appelle Julien Joly, sur le musée de la mémoire à Santiago du Chili, qui analyse très bien le lien qu'il peut avoir entre un musée de cette classe-là et la volonté politique. Et qui analyse aussi très bien le projet sociétal qui est mis en œuvre depuis les années 90 pour que ce musée serve en quelque sorte de vitrine au retour de la démocratie du Chili. Voilà, c'est une vitrine, et il analyse évidemment les manques qui sont derrière ça, ou les vides, ou les espaces vides qu'il y a derrière ça, puisque Ivan nous le dira de manière plus précise, puisque ce retour à la démocratie, c'est aussi un affichage politique et commercial. Ensuite, nous avons un article de Valérie Joubert, qui est professeur à l'université de Bordeaux-Montaigne, sur quelque chose de très particulier au Chili, qui s'appelle El Rayado Callejero, c'est-à-dire l'art mural spécifique des rues de Santiago. Dominique, est-ce que tu pourrais nous afficher la photo 6, s'il te plaît? Joubert. Et donc,
la thèse de Valérie et son travail, ça a été de régulièrement aller prendre en photo cet art mural. Alors là, vous avez un exemple qui s'appelle Pour la démocratie, c'est-à-dire pour la démocratie. Et alors, ces peintures sont exactement l'expression, peut-être l'une des expressions les plus achevées de l'art éphémère, mais qui est présent dans l'espace urbain, parce que les artistes savent parfaitement que cette expression va être effacée dans l'heure, les 2 heures ou les 3 heures qui vont suivre. Donc, les passants dans le tram, dans le bus, etc., vont regarder avec d'autant plus d'avidité ces expressions parce qu'ils savent très bien qu'elles vont être détruites. Et évidemment, ces expressions, ces créations sont aussi l'expression d'une résistance anonyme, d'une résistance dont on se doute bien d'où elle vient, mais dont les auteurs arrivent à demeurer dans l'anonymat. Merci Dominique. Et le troisième article, donc vous pouvez voir à travers ces 3 contributions sur le Chili, c'est la diversité, puisque la troisième contribution est celle d'Ivan Quesada, qui est un témoignage et qui nous permet de... Ivan a été professeur à l'université Bordeaux-Montaigne, et il nous permet d'approcher la nature des blessures et la longue persistance de ces blessures parmi les exilés. Ces exilés, donc vous les connaissez, je pense que tout le monde ici les a vus, l'exil chilien est un exil très présent à Bordeaux, et ce que l'on ignore, c'est que ces exilés sont des êtres qui sont constamment dans une attente toujours déçue, et que cette attente est toujours reportée, continuellement reportée. Comme dit Ivan, il fallait encore attendre, ou il va falloir encore attendre, etc. etc. Donc, c'est quelque chose évidemment qui est très, très personnel, mais qui traduit bien une solitude, puisque, comme le dit Ivan, en revanche, au Chili, on les accuse d'avoir un exil doré en France, etc., la démocratie, la culture, etc. Donc une incommunicabilité dont fait état Ivan. Ensuite, nous avons un article d'Amandine Chelouti, qui est doctorante, qui est docteur en études romanes, et qui se spécialise. Tu pourrais afficher, s'il te plaît, Mamaïo, le numéro 7, s'il te plaît, Dominique. Donc, Amandine Chelouti, qui, je vais peut-être un peu accélérer parce que sinon on ne va jamais en finir, qui parle de la peintre argentine Jorgelina Planas, qui est un cas absolument passionnant de réappropriation de l'identité par l'art. C'est-à-dire que l'histoire de Jorgelina, c'est une fille, Jorgelina est une fille de partisans, de militants de gauche, de militants de gauche qui ont été assassinés à la première heure, particulièrement le père, je crois. Le lendemain du coup d'État, il a été assassiné, et la mère, comme le montre ce dessin, la petite fille a eu au moins 3 ans de vie avec sa mère. Donc vous voyez, ça s'appelle Mama et yo, ma mère et moi. Et à l'issue de quoi la mère aussi a été assassinée après de séances de torture. Et Jorgelina a connu ce dont on parle, un fait que l'on connaît comme ça à propos de l'Argentine. Elle a été adoptée par un couple évidemment de gens qui n'étaient de gens de droite, d'Argentins de droite, lesquels ont décidé qu'elle s'appellerait autrement, qu'elle s'appellerait Carolina. Et elle dit que c'est quand même assez extraordinaire, un enfant de cet âge-là, elle dit qu'elle se souvient parfaitement du moment où ils lui ont dit « à partir de maintenant, tu t'appelles Carolina ». Et donc, elle raconte que à partir de là aussi, comme c'est une enfant, elle va essayer qui veut s'attirer l'affection et la tendresse des gens qui l'entourent, elle va essayer de tout faire pour rentrer dans le cadre d'une nouvelle identité. Elle va s'appliquer, etc. Et ça va continuer, elle va faire des études de beaux-arts.
jusqu'à un jour où elle n'en peut plus et elle décide qu'elle va rentrer dans les ordres. Et donc, elle rentre dans les ordres justement pour couper dans ce monde qui l'étouffe, qui l'opprime, etc. Elle en sort et elle commence évidemment, les relations avec sa famille adoptive sont de plus en plus dures et de plus en plus infernales. Et elle continue à peindre. Et le jour où elle peint ça, ce qui est à partir d'une photo, où elle dessine ça, au moment de signer, elle dit c'est pas possible. Je ne peux pas signer par autre chose que je ne peux plus signer Carolina, je m'appelle Jorgelina. Et évidemment, ce dessin a constitué la ligne de fracture, de rupture dans sa vie, où elle a décidé qu'elle redevenait qui elle était, c'est-à-dire Jorgelina. Voilà. Et bon, après ça, elle va retrouver, elle retrouve son frère ils avaient été séparés. Et après ça aussi, elle va avoir des nouvelles de sa grand-mère, qui était une grand-mère de la place de Mai, sauf que on ne lui avait jamais, c'est une histoire absolument tragique, on ne lui avait jamais communiqué tous les courriers que lui avait envoyés sa grand-mère. Vous voyez, c'était pas... Bon, donc voilà, j'en reste là et je repasse la parole à Nicole. 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 Nicole, réactivez votre micro. Voilà. En bas de votre écran, à gauche. Et oui, c'est ça. C'est vous qui le coupez et c'est moi qui l'ouvre. J'ai compris ça. Bon, voilà. Je commence par l'article sur Madagascar, hein, et donc je le fais avec un peu d'émotion, comme vous le comprenez, puisque c'est l'article, et c'est un article de Raymond Arnaud, que vous connaissez, que nous connaissons bien. Il était membre de notre équipe de recherche CLAR à l'Université Bordeaux-Montaigne, et c'était un membre très fidèle, très actif et très bienveillant. Cinéaste et grand connaisseur de Madagascar. Il a tourné là-bas une 50aine de films documentaires. Son article porte sur l'insurrection de 1947, de juin 1947, et livre les témoignages de différents acteurs et témoins des témoignages qu'il a recueillis au début des années 2000, et qui montrent notamment la très lourde hypothèque que la très, très terrible répression de l'insurrection a fait peser pendant longtemps sur les relations avec la France, y compris encore après l'indépendance. Deux contributions concernent le Rwanda, très différentes l'une de l'autre. Celle d'El Fall, qui est professeur de droit public à l'Université de Bordeaux, et qui revient sur la question de la réconciliation nationale au Rwanda après le génocide des Tutsis, en 1914. Plus précisément, il analyse le rôle qu'ont joué les juridictions traditionnelles, les gacaca, dans le règlement du conflit. On a dû faire appel à elles parce que les cours et tribunaux modernes étaient dépassés par l'ampleur du travail. Et donc, il propose le bilan de l'action de ces tribunaux, ces cours coutumières. Et le bilan est très mitigé et l'expérience finalement assez peu concluante, dit-il, sans doute en partie parce qu'on a mélangé des éléments coutumiers et des éléments modernes. Et finalement, ce n'était pas une expérience du tout satisfaisante parce que ces gacaca, tels qu'on les a reconstitués là, n'avaient de justice coutumière que plus que le nom. Voilà. Le bilan. L'autre contribution sur le Rwanda est signée Dalila Boito-Mazodier, qui est une auteure et metteur en scène de notre région, metteur en scène avec la compagnie Us et Coutumes, qui est basée à Uzeste. Alors, elle est allée plusieurs fois au Rwanda.
Elle a mis en 2014, elle a mis en scène un spectacle avec des artistes rwandais et elle est l'auteur aussi d'une pièce en mémoire des Tutsis assassinés, une pièce qui s'intitule Entre nous, qui a été jouée en France en 2015 et jouée 10 fois au Rwanda en novembre 2015. Et pour notre volume, elle a rédigé un texte très personnel que ses expériences lui ont inspiré, dans lequel elle évoque la présence du génocide ou de la mémoire du génocide dans le paysage rwandais, les sites mémoriels, et un texte dans lequel elle réfléchit sur ce que peut le théâtre en fait de transmission mémorielle et peut-être aussi d'aide aux rescapés, aux survivants. Que peut le théâtre? C'est en somme aussi, mais à propos de l'Algérie, le sujet de l'article de Michel Henzel, qui est spécialiste de sciences de l'éducation et anthropologue à l'Université de Pau. C'est un article qu'elle consacre au dramaturge algérien engagé Slimane Ben Aissa, qui écrit en arabe dialectal et qui se traduit en français et qui est joué de part et d'autre de la Méditerranée. Alors elle a choisi d'analyser une de ses pièces, Les Confessions d'un musulman de mauvaise foi. C'est une pièce de 2004 qui revient sur le conflit franco-algérien à l'époque de la guerre d'indépendance, qui pose donc la question de la réconciliation en situation coloniale et post-coloniale. Ben Aissa, c'est ce qu'il caractérise, fait entendre la voix de toutes les parties, met en scène l'affrontement des idéologies. Il est convaincu, et c'est la base de son théâtre, que la réconciliation, la gestion des conflits passe par le dialogue et que le théâtre doit éduquer au dialogue. Une contribution encore qui concerne non plus l'Afrique mais le Proche-Orient et plus exactement la Syrie, qui est celle de Catherine Bernard, spécialiste d'histoire de l'art contemporain et professeure associée dans une université de New York. Alors, elle nous ramène à la question du témoignage et de la vérité ou des vérités, qu'elle met en lien, c'est ce qui est nouveau, différent, avec la question des médias contemporains qui sont devenus largement aujourd'hui le vecteur des témoignages. Aujourd'hui, la connaissance, la mémoire du conflit sont largement tributaires de ce qu'en fait, de ce que montrent les médias. Et donc, Catherine Bernard présente un collectif de cinéastes syriens, Abu Nadara, qui, de 2011 à 2017, pendant des années de guerre, donc guerre civile puis internationale, qui a tourné jour après jour et diffusé sur Internet une série de films documentaires très courts pour opposer aux images rudimentaires que donnaient de la Syrie et des Syriens en guerre les médias internationaux, pour opposer leurs images, c'est-à-dire et des témoignages de Syriens de toutes origines qui proposent une vision, au contraire, plurielle, complexe, contradictoire de la société civile et qui donne par conséquent aussi aux acteurs, aux témoins, aux spectateurs aussi syriens, la possibilité de se réapproprier à travers ce cinéma le récit du conflit. C'est au tour de Marie de conclure, si on peut dire. Merci Nicole. Je me rends compte que j'ai laissé de côté l'article sur la Colombie, mais le thème de cet article qui est la résilience par la couture
vous le connaissez un petit peu, puisque ceux qui ont vu l'exposition sur la guerre que nous n'avons pas vue, parce que ce que l'on nous présente, l'auteur nous présente en fait quelque chose qui est fortement inspiré des tapisseries réalisées par les femmes de Mampuran à partir du déplacement qu'elles ont subi, et qui est une fois de plus une illustration de comment œuvrer collectivement à la réappropriation du passé, et en même temps que le tissage en commun est une métaphore de la réparation du tissu existentiel et social. Bon, alors, pour conclure, je vais faire un peu vite, et je dirais que l'ouvrage, en fait, se structure du musée, c'est-à-dire le musée d'Aquitaine et ses salles sur la mémoire de l'esclavage, du musée au tourisme mémoriel, parce que là, nous avons un aspect que nous ne pouvons pas passer sous silence, c'est-à-dire cette floraison de parcs mémoriels à partir des années 80, et que pose Pascal Plat. Pascal Plat est professeur à l'université de Limoges, et aussi le responsable de la chaire des conflits de l'université de Limoges. Et il s'est spécialisé justement dans cette classe de parc. Et alors, Dominique, est-ce que tu veux nous montrer le numéro 8, l'IDIS, qui est, l'IDIS est un parc mémoriel qui est je crois qu'il est en Tchécoslovaquie. Tchécoslovaquie, c'est ça, voilà. En Tchécoslovaquie, et vous allez voir les choix. Enfin, au début, nous vous avons parlé de choix politiques, de choix sur la mémoire. Et bien là, vous allez avoir un exemple tout à fait réussi, ma foi. Voilà. C'est cette classe d'espace. Vous voyez, tout est absolument net, parfait, impersonnel aussi, mais donne honneur à la mémoire, rend hommage à la mémoire etc., des victimes et tout ça. Et pour ceux qui le connaissent, vous pouvez comparer ça avec, par exemple, le musée de la mémoire d'Oradour-sur-Glane. Ou à Oradour-sur-Glane, vous avez encore une voiture calcinée, même plusieurs voitures, où tout a été laissé en état tel quel, et que l'on visite tel quel. Avec les problèmes collatéraux, c'est-à-dire, par exemple, qu'est-ce qu'on fait avec la voiture calcinée qui est au milieu de ce que l'on visite? Qu'est-ce qu'on en fait? Parce qu'elle est en train de se rouiller, de se dégrader. Est-ce que l'on investit de l'argent parce que ça coûte cher en plus, pour la rétablir? Auquel cas, il y aurait, ce serait un peu frelaté, mais en même temps, ça fait partie de l'ensemble. C'était comme si le temps s'était figé après le passage de la division Panzer. Enfin bon, ce sont des problèmes éthiques qui se posent parce qu'on peut parler là de gestion de la mémoire, non seulement gestion de la mémoire, mais aussi tourisme mémoriel, parce que là, on est là avec l'illustration de Lidice, on voit bien qu'il y a une forme de tourisme, puisque les gens payent l'entrée pour venir visiter ce lieu. Donc, ce parcours, cette notion du musée au tourisme mémoriel, ça illustre bien un parcours pour atteindre la réconciliation, qui dépend, une fois de plus, selon John Horn, qui dépend de 3 motivations profondes, c'est-à-dire la soif de justice, le besoin de régler le passé et le désir de construire un nouvel avenir. Voilà. Et l'ouvrage se termine sur la notion de prix à payer, c'est-à-dire quel est le prix de ce que l'on appelle l'amitié entre les peuples, et quel est le prix du vivre ensemble dans un pays. C'est quoi le prix? C'est la prospérité et le commerce, c'est la vie qui continue. Voilà, je vous laisse avec cette question ouverte. Merci Marie, merci Nicole. Ce que je vous propose peut-être, c'est il y a 3 personnes qui ont contribué à l'ouvrage. Oui. Ou leurs représentants, c'est peut-être de leur donner la parole, oui, pour quelques mots, au moins pour donner leurs sentiments. Donc, Michel, peut-être, qui avait répondu présente la première. Et puis après, il y a Marie-Louisa et Yvonne. Bonsoir. Merci. D'abord, j'étais vraiment très heureuse de la publication là, de cet ouvrage. On sait qu'il a pris du temps.
Le hasard de l'histoire, on va dire, fait que cet article a été écrit il y a déjà quelques temps, tombe au moment où on a une demande du gouvernement, notamment à Benjamin Stora, de faire un travail et des préconisations sur une réconciliation des mémoires historiques au moins. Et de mon point de vue, on a pris les choses dans l'angle, je ne dirais pas forcément opposé, mais en tout cas sur une toute autre dynamique que celle de Slimane Benaïssa, puisque pour l'instant, aujourd'hui, on traite encore la question de la mémoire algérienne en termes d'histoire officielle et en termes de vérité historique. Dans l'article que je vous avais proposé, ce qui m'avait vraiment touché dans le travail de Slimane Benaïssa, c'est justement l'opposé, c'est une démarche, c'est-à-dire chacun a sa vérité. Et par contre, c'est en mettant en discussion les différentes vérités que peut-être une réconciliation peut commencer à arriver. Des mémoires, je ne sais pas, mais au moins d'un vécu au présent, de traumatisme, de difficultés, de moments historiques complexes, mais c'est dans une mise en discussion. Alors que pour le moment, on se trouve encore en France avec une volonté d'une personne qui demande à un historien d'établir une première préconisation. Alors, bon, évidemment, il ouvre sur d'autres préconisations. Et ce que Slimane Benaïssa met en scène dans d'autres pièces aussi arrive immédiatement en réponse de l'Algérie, qui est que l'Algérie campe sur ses positions. On ne reviendra pas sur une histoire officielle. Donc, partant de là, enfin, de mon point de vue, il y a tout est encore à travailler. Et voilà, je pense que Slimane Benaïssa est vraiment dans cette mise en discussion qui, effectivement, je ne sais pas si c'est de l'ordre de l'éducation, mais c'est en tout cas de l'ordre de l'ouverture au dialogue et comment, à partir de quel moment, on peut se mettre en posture d'ouvrir un dialogue. Voilà, c'est ce que je rajouterai par rapport à la présentation du texte que j'ai proposé. Merci Michel. Maria Louisa. Bonjour, merci de me donner la parole. Je vais être courte, mais je vais dire que le livre en tant que tel, pour moi, c'est aussi une mémoire de tout le travail que mon mari faisait avec vous et une mémoire aussi par rapport à Madagascar. C'est à un point tel que je laisse le livre sur la chaise dont il avait l'habitude de s'asseoir. Et je regarde tout le temps. Donc ça, c'était pour dire, c'est l'objet en tant que tel est devenu un objet de mémoire pour moi, mais que j'ai lu, le livre. Et concernant l'article de mon mari, certes, c'est une mémoire complexe, c'est un conflit complexe. C'est-à-dire, si c'est évident que c'est un conflit de malgaches contre la colonisation et la colonie, et si personne ne met en doute personne. Une chose, c'est ne pas parler, mais le massacre qui a été fait par la France sur tous les malgaches, mais le problème est complexe. Parce que déjà, à Madagascar, il y avait comme des conflits entre la côte et les personnes des hautes terres et des conflits entre partis politiques avant même l'indépendance, entre les partis côtiers et les partis à l'intérieur, que mon mari cite. Et donc l'idée de Raymond, c'était d'interviewer, tant que c'était possible, entre 2002 et 2005, le plus grand nombre de personnes, de témoins directs. Et il a réussi parce qu'il a interviewé des témoins directs, soi-disant des deux côtés, hein, des personnes du MDRM, des personnes qui étaient plutôt du PADESM, et après, confronter cela avec ce que des historiens actuels disaient de tous ces faits. Et comme vous pouvez voir, c'est pas très simple entre qui étaient les coupables, qui a été. Certes, c'est la France, tout le monde est d'accord pour être contre, bien sûr, et pour dire c'est la colonie, mais entre eux, ils sont pas clairs entre qui avait raison et qui ne l'avait pas. Et ça, jusqu'au bout, bon, même si les choses étaient un peu apaisées. Et c'est un thème tellement la révolte de 47 et la façon dont cela a été, comment dire, dont la France a mis fin, en fait, ça s'est prolongé pratiquement jusqu'à 2010 et jusqu'à très récemment. Par exemple, quand Raymond a voulu présenter ça à l'Institut français, son film, hein, c'est un film, avec des témoins, un documentaire, rien qu'avec des témoignages,
les gens de l'Alliance française ont dit « Ouh là, c'est mieux de voir ça avec quelqu'un d'autre », donc parce que le sujet était brûlant. Et donc Raymond a dû voir ça avec l'université avec qui il avait un lien. Et donc même maintenant, quand on parle de montrer un film, un long métrage documentaire sur la révolte de 47, c'est pas encore évident. C'est pas encore gagné. Le musée d'Aquitaine, François Hubert, bien sûr, et des autres, il a été projeté le film au musée d'Aquitaine, mais pour le reste, c'est pas simple, parce qu'au fait, c'est comme un gâteau à plusieurs couches qui ont encore de l'influence sur les politiques contemporaines. Bon, voilà. De toute façon, voilà, je ne peux pas être longue. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci Maria. Merci. Yvan? Oui, vous m'écoutez? Oui. Oui. Bon, je ne vais pas être trop long non plus. Je voulais d'abord remercier Marie pour la publication de ce livre, où se trouve l'article que j'ai écrit sur la mémoire, l'exil, la réparation. Et je me souviens bien que je finis cet article-là sur des doutes. Et j'aurais bien aimé que ces doutes ils ne soient pas vrais, mais malheureusement, ils sont vrais, puisque l'État est passé, on a érigé un pays qui était un temple du néolibéralisme, qui est en train de mourir de ses propres morts. Depuis le 8 octobre 2019, vous savez, une explosion sociale qui a fait qui a fait des morts, qui a fait des milliers de détenus, qui a fait des milliers de blessés, des gens qui ont perdu un œil, même les deux, et qu'il va se terminer, j'espère, une partie le 15, le 16 mai prochain, où il y aura des élections diverses, mais une en particulier, que c'est l'élection d'une assemblée constituante, pour que finalement la classe politique, le pays, la société a compris que si on ne changeait pas la constitution de Pinochet, on ne pourrait jamais sortir de la dictature. Ça, pour moi, c'était clair depuis longtemps. Mais bon, moi, je ne suis pas le messie. Il fallait que la société chilienne se rende compte qu'il n'y avait pas d'autre solution. Donc, on a vécu dans un virage des pays, tout allait bien, on était les jaguars de l'Amérique latine, etc. Mais bon, tout ça, c'est tombé à l'eau. Et un slogan intéressant qui est sorti pendant cette émission dit le néolibéralisme, le néo-Chili, et il mourira au Chili. Voilà, parce que je pense que si jamais on réussit à faire, pas moi qui suis en France, mais eux qui sont là-bas, finir avec ce système, on aura démontré au monde entier que le néolibéralisme n'est plus la solution pour que ce pays marche mieux. C'est le pays majoritairement qui a rendu ça. Il n'a pas fallu l'intervention des partis politiques ni des grands leaders ou héros de la résistance. Le peuple s'est rendu compte tout seul qu'il ne fallait plus continuer comme ça. Toutes les revendications qui existent aujourd'hui dans ce moment, ils sont sortis d'une place qui s'appelait avant la place Italie et qui maintenant il s'appelle, par volonté populaire, la place de la dignité, la place de la dignité. Et c'est là, il y a 14 ou 15 revendications où il se trouve l'écriture d'une nouvelle constitution qui sont sorties de là. Et aujourd'hui, tous les partis, surtout les partis de gauche, ils se sont emparés de ça. Et on attend. La pandémie est venue sauver Piñera. Parce que s'il n'avait pas arrivé la pandémie au mois de mars de l'année dernière, il ne serait plus président. Et la pandémie voulait le sauver. Mais à croire que la droite et l'extrême droite, ils ont beaucoup de chance en Amérique latine, parce qu'il y a toujours un événement qui vient les sauver de tomber et passer à autre chose. Donc, bon, je te remercie, Marie, pour ça. J'ai beaucoup apprécié les livres. Et Nicole aussi, tu peux remercier Nicole et Patrick. Oui, mais Nicole, toute l'équipe qui t'a accompagné. Un travail collectif. Et comme dire, j'aurais bien voulu ne pas avoir raison sur la fin de mon article, mais bon, la réalité, ça. Bon, je continuerai mon travail de mémoire parce que c'est assez important. Il faut savoir que
on est à presque 50 ans du coup d'État, bientôt, et qu'on commence à peine à condamner certains membres du gouvernement et de la dictature qui ont dans leur compte beaucoup d'assassinats et de violations des droits de l'homme. Voilà, l'histoire elle est longue, vous le connaissez mieux que moi. Et bon, on continuera. Donc, je te remercie, c'est tout ce que je voulais dire. Merci Yvan. Écoute, au point où on en est là de la soirée, d'abord, moi je vous remercie à tous et à toutes là collectivement pour le remarquable travail que vous avez fait. Je trouve que c'est pas une question simple. C'est dommage que quelqu'un n'ait pas écrit sur l'Afrique du Sud, mais peut-être que ça sera dans un prochain ouvrage. Et il y a eu malheureusement suffisamment de conflits sur la planète, et il y en aura encore, qui mériteront évidemment toute notre attention sur la manière dont on a retissé effectivement un tissu, enfin retissé le vivre ensemble, comme tu le disais au début, Marie, et je crois que c'est tout à fait intéressant. Qu'est-ce que c'est qui vous a motivé en fait? Bon, il y a effectivement le travail que vous aviez fait à l'époque avec l'exposition remarquable qui avait été présentée au musée d'Aquitaine. Et donc, ça a été, tu l'as dit d'une certaine manière, hein, mais qu'est-ce qui vous a motivé pour faire ce travail à plusieurs voix? D'ailleurs, tu avais fait un travail semblable il y a quelques années, Marie. Ça commence à remonter, hein, autour du colloque qu'on avait co-organisé ici à Bordeaux sur les enjeux du féminisme. Et de la même manière, tu avais travaillé en mosaïque. Et je trouve qu'à chaque fois, ça produit des rencontres, des croisements. Je dirais, un certain ministre que je connais bien, que j'aimais bien, qui est parti depuis, mais aimait bien parler de fertilisation croisée. Mais je crois que là, tu parviens parfaitement avec ce type de démarche. Merci Dominique. Je passerai après la parole à Nicole parce qu'elle va compléter quelque chose quand elle aura rebranché son micro. Mais en fait, tu as souligné quelque chose de très important. C'est grâce à ces publications et peut-être aussi grâce à ce travail au colloque d'Espace Marx sur les femmes et les métiers de l'enseignement que je me suis consolidée dans la certitude et dans l'évidence, que le travail en collectivité est ô combien plus stimulant et plus riche et plus authentique que le travail en solitaire. Et donc, pour ma part, ça fait beau temps que ce que j'aime, c'est travailler à plusieurs mains, à plusieurs voix. Et là, ça a été très enrichissant, bon, parce que nous avons traversé de multiples aventures pour cette publication que nous n'allons pas décrire. Mais d'autre part aussi, c'est qu'à force de travailler, de toucher, de retoucher, de réécrire, etc., il y a certaines choses qui ont fini par émerger, mais émerger de façon collective. Voilà, et Nicole va continuer parce qu'elle va ajouter quelque chose sur l'Afrique du Sud. Oui, ce que je veux ajouter sur l'Afrique du Sud, c'est qu'il y avait au colloque une contribution sur l'Afrique du Sud qui était celle d'Alain Ricard, à laquelle je n'avais pas pu assister d'ailleurs. Et puis Alain Ricard est décédé très vite après le colloque. Il voulait encore au dernier moment essayer de nous donner quelque chose, mais voilà, il n'a pas pu. Donc effectivement, alors, merci il y a cette lacune, vous avez raison. N'hésitez pas à prendre la parole ou pour intervenir ou témoigner ou pour questionner. Hein. On est là pour ça. Vous allumez votre micro et puis vous n'hésitez pas à intervenir. Tout le monde est scotché par vos interventions. Oui, si je me permets, Liliana. Vas-y, Liliana. Oui. Non, je me posais la question par rapport au traumatisme qui peut durer pendant des générations. Parce que c'est vrai que quelquefois, on veut faire un travail avec les personnes qui sont actuellement en vie, mais justement, ce qui se passe de génération en génération
Ça peut durer combien de temps? Est-ce qu'après, il n'y aura pas une envie de vengeance? Est-ce que, voilà, il y a une étude pour savoir combien de temps il faudra pour l'oubli? Je crois que, voilà, c'est un bel travail que vous faites, c'est un très beau travail de le faire par rapport à l'art, quoi, parce que ça permet de connaître au fur et à mesure les différentes générations et garder ces mémoires, ces traces de mémoire de ces atrocités. Donc, combien de temps? On ne sait pas. On ne sait pas. Pas d'oubli. Oui. Ah, en Amérique latine, c'est ni perdón ni olvido. Oui, exactement. Justicia. On demande justicia, c'est tout. Et je pense que c'est aussi très important un travail au niveau éducationnel, quoi, de montrer aux enfants combien c'est important l'acceptation d'autrui. Et ça, je pense qu'il faut quand même faire un travail à niveau éducatif pour que l'interaction avec l'autre se réaffirme, parce que tout est une question aussi d'acceptation, à mon avis. C'est un avis. Moi, j'étais très sensible à ce qu'a évoqué. Après, je passe la parole à Josiane, qui manifestement a envie d'intervenir. Moi, j'étais très sensible à ce qu'a dit Michel Ancel tout à l'heure concernant la problématique qu'elle a développée pour revenir sur le conflit algérien. C'est-à-dire que cette façon de repartir des points de vue des différents partis qui se sont opposés atrocement, hein, comme ça a pu se faire dans beaucoup de pays, comment cette manière-là peut nous amener tout le monde, je dirais, à retravailler les origines de l'affrontement et du conflit. Moi, je suis très attaché à cette démarche. Ça mériterait effectivement un débat en soi. Josiane. Oui, merci. Je voulais en fait de vous remercier Marie, puis ses collègues qui ont donc fait tout ce travail de recherche. Je trouve que c'est extrêmement important, c'est vrai, d'avoir réuni ces conflits de différents pays. Donc, on est finalement dans une vision, on va dire, mondiale, pratiquement, de ce qui a pu se dérouler. Et cela permet effectivement d'avoir cette réflexion, pas seulement sur ce qui se passe aujourd'hui, la recherche par rapport à l'Algérie ou la Colombie, etc., mais d'avoir cette vision globale. J'ai très, très envie d'acquérir le livre, j'ai très envie de le lire, bien sûr, et je me pose quand même une question sur la conclusion qui est la notion de prix à payer. Cette notion-là de prix m'interroge et me gêne, je dirais, parce que j'aimerais pouvoir placer un autre concept à la place de ce concept de prix. Mais voilà, j'interroge. Marie. Ah, j'entends pas. Ton micro, Marie. Oui, non, mais j'avais oublié le bon bouton. Nicole, tu veux répondre? Non, non. Ah, j'entends plus. J'aimerais savoir si vous avez, quelle est cette notion que vous voudriez proposer? Oui. Ah, à moi, vous posez la question, Nicole? Oui. Ah, écoutez, je sais pas, je m'interroge aussi, mais je trouve que cette notion de prix ramène tellement à cette, à ce qui peut se passer aujourd'hui. Le prix, c'est l'argent, etc. Et là, j'aurais envie de dire quel type d'engagement, que faire aujourd'hui, quelle est l'urgence à mettre en place pour essayer d'éviter de sortir de ces conflits, de ne pas les oublier. Voilà. Ce serait plutôt ça, Nicole. Oui, entendu. Marie. Oui. Bon, cette notion de prix à payer, je comprends ce que tu veux dire, Josiane, ça semble un peu choquant. La notion de prix à payer. Sauf que quand on voit alors là, quelqu'un comme Yvan peut-être pourra compléter, quand on voit ce que signifie
continuer à vivre dans un même lieu, avoir les mêmes gens qui parfois ont participé, voilà. Mais de voir, bien que l'on n'ait pas fait le travail de réconciliation, bien que l'on n'ait pas commencé à tisser, à nouer le dialogue, devoir continuer à vivre avec ces gens à côté, devoir au nom justement de la prospérité, du bien vivre ensemble, de la vie qui continue. Je pense que ça doit exiger beaucoup. Ça doit exiger de prendre sur soi, je crois même que presque un processus d'amputation ou d'anesthésie, de sentiment, de réaction, qui doit être à la longue, je pense, dévastateur. Et c'est dans ce sens-là que il y aura encore beaucoup d'autres sens à ajouter, mais moi, c'est ce que ça représente, le prix à payer. Bon, je pense à Yvonne, mais on peut aussi penser, Liliana Garcia-Odin est colombienne, elle peut aussi vous en parler, parce qu'en Colombie, ça fait 50 ans qu'ils coexistent tout en se supportant. Et on peut aussi penser dans le cas du Rwanda, c'est-à-dire là où il n'y a pas eu dialogue, il n'y a pas eu de mouvement de réconciliation, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer pour que la vie continue. Mais nous, on a déjà payé. Hein. C'est qu'on demande, c'est que ceux qui ont été les coupables de nos peines payent. Ils payent seulement la justice, on ne demande pas plus. Hein. On ne veut pas le pendre dans la place publique, on veut justement qu'il soit jugé pour que la société comprenne. Je crois qu'un vœu que je n'ai jamais vu encore, mais que j'aurais aimé faire après le célèbre retour à la démocratie au Chili, et qu'il puisse avoir une grande messe nationale dans un lieu symbolique comme le Stade national où j'étais arrêté. On dit voilà, à tout le monde, à tous les pays. Ici, il y a eu des prisonniers. Ici, il y a eu des assassinats. Et pour que la société tout entière comprenne tout ce qui s'est passé. Parce que le problème de ces choses qui se passent dans la vie, c'est qu'aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui, qui n'a pas connu ni le moment d'Allende, ni la dictature, et qui est née en démocratie, voilà, ceux qui étaient dans la place, c'était des jeunes qui avaient entre 20 et 30 ans. Donc, eux, ils ont connu que la démocratie. Mais cette démocratie ne les a apporté aucune solution dans leur vie. Il les a promis des vitrines pleines de choses, mais en fait, ça ne leur a pas changé la vie. Vous savez que cette révolte du mois d'octobre, il a démarré avec les étudiants secondaires, c'est-à-dire les lycéens, parce qu'ils ont augmenté le prix du métro et de bus de 30 pesos. 30 pesos, c'est même pas un euro. Mais c'était la goutte qui a comblé le vase. Et c'est parti de là. Et après, on a sorti la première phase de ce mouvement. Ce n'était pas 30 pesos, c'était 30 ans. 30 ans de mensonges. Si vous comparez avec l'Espagne, le moment qu'il y a eu, le moment du 15 mars, là, où il est né Podemos, c'était quoi? C'était, j'étais encore à la fac, on analysait avec mes étudiants sur ça, c'est que la transition espagnole, ce n'était pas une vraie transition. Est-ce qu'il y a eu des jugements des responsables des massacres pendant la dictature de Franco? Mais non. Est-ce qu'on a ouvert les charniers où il y a enterré des centaines de milliers de personnes? Non, rien. Ils sont pires que chez nous. Nous, on a retrouvé quelques morts, on a amené au tribunal quelques responsables. Donc, dans ces conditions-là, il est difficile de pouvoir se réconcilier. On n'y est pas. Hein?
Voilà, si on avait fait ce qu'a fait Mandela en Afrique du Sud, où les deux parties se sont vues face à face, ils se sont dit les choses, bon, ça change tout. Mais en Argentine, au Chili, au Brésil, en Uruguay, toutes les dictatures, mais rien de cela ne s'est passé. Donc, forcément, les blessures restent ouvertes. Forcément, quelqu'un n'a pas payé le prix. Oui, et moi je travaille, excusez-moi, c'est Liliana, je travaille en neurosciences et on sait par exemple que le stress qui souffrent les mères pendant la grossesse, il est transmis jusqu'à troisième génération à ces enfants. Donc, voilà, ces femmes qui ont souffert la violence, ces femmes qui ont souffert la violence, ils sont transmis à ces enfants. Donc, il y a prix, si on dit ça, entre guillemets, si vous voulez. C'est aussi, il y a des prix tacites, des prix silencieux, parce que nous, on gardera et ça restera, même si on ne parle pas, ça restera quelque chose et ça produira sans doute des maladies de différents types psychologiques. On sait par exemple que dans l'autisme, des secrets de famille ou peut influencer sur certaines maladies psychiatriques. Donc, on se pose la question, jusqu'à quand on va voir ses conséquences. Voilà, ça restera générationnel. C'est générationnel. Oui, Michel. Ouvre le micro. Hein. Oui, je voulais rebondir aussi sur à la fois cette histoire de prix et d'oubli. Moi, je suis comme Marie-Lise, on n'oublie pas. Par contre, parfois, il y a un déni qui le met en distance, mais c'est peut-être pas en recherchant l'oubli qu'on peut arriver à un travail de réconciliation. C'est peut-être, bon, c'est ce que reprend Benaïssa, c'est dans une mise en discussion, mais c'est peut-être dans la possibilité aussi de se remettre dans une situation de don et de contre-don. On parle de prix à payer, c'est peut-être lors d'une dette. Quand la dette n'est pas soldée, quand la dette n'est pas discutée, quand elle n'est pas négociée. Et finalement, je crois que c'est vraiment sur cette histoire de la négociation de la dette, entre guillemets, entendez-moi, c'est pas, justement pas une dette financière, même si parfois ça en fait partie, mais qui doit quelque chose à l'autre et comment on va négocier là-dessus. Ça veut dire que les mémoires sont entières, sont totales, mais par contre, elles ont plusieurs facettes. Et se mettre à nouveau en dialogue, ça veut dire, comment ça a été en Afrique du Sud, ou ça peut être dans d'autres endroits. À ce moment-là, il y a une discussion par le face-à-face, mais il y a aussi le fait d'avoir à changer de point de vue. Sinon, on a une espèce de fantôme dans le placard. Bon, la France vit au quotidien depuis toujours son déni d'histoire et qui nous met encore aujourd'hui sans arrêt dans une réactivation. Bon, je ne vais pas développer là-dessus, mais je crois que vraiment ce qui est très puissant chez Slimane Benaïssa, mais pas que, mais bon, restons là-dessus, c'est qu'avec sa posture, chaque personnage, chaque personne va restituer une part de son point de vue dans un kaléidoscope et finalement on remet du coup un peu de lumière dans tout ça et des différentes facettes qui vont entrer à nouveau en discussion. Et je ne crois pas que ce soit dans l'oubli, je crois que c'est plutôt dans le fait de réactiver, mais peut-être avec un autre point de vue, avec une distance. Bon, moi, je suis en Algérie, donc j'ai fait le voyage mémoriel et très surprise de trouver dans les personnes qui nous ont accueillis une attente de discussion, une attente, et ça ne voulait pas dire qu'on occulte le reste. Mais tant que la discussion est suspendue, arrêtée, à ce moment-là, la mémoire se fige, l'image se fige et ça pourrait devenir éventuellement une histoire d'argent. Il suffirait de donner de la monnaie pour... Je pense que le prix à payer, enfin, je ne sais pas si ce que Marie voulait dire, mais de mon point de vue, ce n'est pas un prix à payer, c'est un prix à négocier. Et c'est un prix mémoriel, c'est un prix affectif. Et je crois que tant qu'on n'a pas disposé la situation qui permet cette négociation, on reste enfermé dans quelque chose. Et là, c'est l'éducation, c'est une éducation d'un cerveau en mouvement, d'une histoire en mouvement. Enfin, voilà, on pourrait développer beaucoup, mais
Voilà, je crois que c'est une histoire de négociation, en fait. Oui, pour négocier, il faut toujours deux, hein, au moins. C'est vrai. Mais moi, juste pour terminer, enfin, la communauté chilienne, nous avons peint une fresque murale à la cité Serge Fromanou. Non? Et dans cette fresque murale qui fait plus de 100 mètres, 120 mètres, quoi, mais j'écris une phrase qui était là, qui me semblait intéressante. Après mon retour, je suis parti 4 ans au Chili pour travailler, pour voir si je pouvais m'intégrer à nouveau à ce pays. Ça n'a pas été possible, je suis revenu. Et la phrase que j'ai écrite là, quand on a peint la partie, la dernière partie, dit « Si je suis dans ta mémoire, je fais partie de ton histoire ». Il me semble que l'idée de mémoire, et même si on négocie plein de choses, même si on négocie des bonnes pensions, comme on a une petite pension de rien du tout, on nous donne en compensation de nos souffrances 200 € par mois. Voilà, on ne sait pas jusqu'à quand, parce que si le président ou le Parlement décide d'arrêter ça, on n'aura plus rien. Bon, ici, c'est rien. Moi, j'habite là, mais bon, mais on a accepté parce que pour avoir droit à ces 200 € de pension mensuelle, il fallait qu'eux, ils acceptent que nous, on raconte notre histoire, que notre témoignage reste inscrit dans des pages qui sont aujourd'hui dans la Bibliothèque nationale, dans la Bibliothèque du Parlement chilien. C'est-à-dire que n'importe qui peut aller, lui, il reçoit là, je dis oui, que si je reçois 200 €, mais je te dis pourquoi, va à la bibliothèque, demande le témoignage à mon nom et tu verras ce qui s'est passé. Voilà. C'est un peu ça qui naît cette débattion de réparation, que c'est juste un symbole. Il ne répare rien du tout. Soyons clairs. Ma vie a changé complètement le jour du coup d'État et j'ai essayé de rentrer pour vivre là et je me suis rendu compte que je ne pouvais plus vivre dans ce pays qui avait tellement... C'était un autre pays. Donc c'était comme s'exiler à nouveau pour recommencer une nouvelle vie. Bon, dans un pays où je n'avais pas la langue à apprendre, mais que c'était quand même un autre pays qu'il fallait, par contre, apprendre à vivre dans un pays qui n'est pas le tien. Voilà, c'est ce qui s'est passé en réalité. Ce pays auquel je suis revenu 18 ans après avoir quitté, c'était plus le mien. Et du coup, au bout de 4 ans, comme n'importe quel expatrié français, dit bon, ben, c'est le moment de repartir où je fais ma vie, quoi. Je me suis reconstruit. Merci Yvan. J'ai envie, alors, soit il y a des personnes qui souhaitent intervenir, ça fait 1h30 qu'on est ensemble, soit on s'oriente vers la fin transitoire de cette soirée, tout à fait passionnante, et peut-être qu'on pourrait terminer par une parole rapide de Nicole et de Marie. Très bien. Bon, ben, j'interviens tout de suite, comme ça, je vais laisser à Nicole le soin de tout conclure. Le temps de réfléchir. Voilà. Ou plutôt lâchement, je te laisse tout conclure. Plutôt, t'es gentil. Parce que, courage, fuyons. Donc, non, je voulais vous remercier tous d'avoir participé, d'avoir assisté. D'ailleurs, dans la boîte de dialogue, il y a quelques interventions de Liliana Audin, donc, comme vous le savez, est colombienne et qui exprime certains sentiments qui lui viennent en ce moment là au cœur. Et donc, vous remercier pour votre participation, vos interventions, parce que finalement, sur ces questions-là, on a tous beaucoup de choses à raconter. Et c'est pas terminé. Il y a beaucoup d'histoires de famille, des choses comme ça, des histoires de provenance. Et merci particulièrement, évidemment, à Maria Luisa, à Liliane et à Yvan, à Michel aussi de leur témoignage, parce que tous, il y a quelque chose derrière, il y a quelque chose de vécu. Et ben voilà, et volontiers, on pourra continuer ces discussions peut-être sur une autre thématique, parce que j'ai trouvé que les questions qu'a soulevées Liliana étaient extrêmement intéressantes du point de vue des neurosciences
etc., de comment les choses se transmettent, les souvenirs, les traumatismes se transmettent de génération en génération. Et je laisse la parole à Nicole. C'est bon là? Oui. Oui, bon, je joins naturellement mes remerciements à ceux de Marie. Merci à tous. Ce sont des questions sur lesquelles on ne peut pas conclure, hein, c'est bien clair. On a presque envie de dire que ça ne finit pas. Enfin, il doit falloir je ne sais combien de générations. Vous voyez que la colonisation, par exemple, revient comme jamais. Bon, il y a toujours de nouveaux chapitres sur l'Algérie. Bon, c'est en cours, tout ça est à vif et pas fini. Sur le Rwanda, vous voyez que c'est en pleine actualité là maintenant, avec le livre de Herzfeld sur les justes parmi les Hutus, et puis avec la commission Duclerc, le rapport de la commission Duclerc, tout ça continue. Tout ça continue. À la fois, on découvre, on complète l'histoire des événements, on découvre des choses, et puis la relation au passé évolue, les enfants ne réagissent pas comme les parents, les petits-enfants pas du tout non plus de la même manière. C'est quelque chose qu'on a très bien vu en Allemagne, par exemple, hein, autant les enfants de la génération qui a fait la guerre, disons, qui a appartenu au national-socialisme et qui l'a souvent soutenu, les enfants ont pour beaucoup mis leurs parents en accusation parce qu'ils avaient commis ou laissé commettre ces crimes, et parce qu'ensuite, après la guerre, ils n'en avaient pas parlé. Mais on a constaté que souvent la génération suivante défendait les grands-parents, trouvait qu'il fallait beaucoup nuancer les choses. Donc, je vois ces questions comme quelque chose de presque interminable, même si c'est vrai qu'on ne se bat plus tellement sur ce qui s'est passé au Moyen-Âge. Il me semble. C'est peut-être imprudent de dire ça. Voilà. Merci Nicole. Merci à tous et à toutes. Moi, je trouve que votre livre est une excellente contribution au travail qui se fait sur la culture de paix. Et je pense qu'il serait intéressant d'ailleurs de le mettre à disposition à des associations comme le Mouvement de la Paix ou d'autres qui peuvent s'en emparer d'ailleurs comme un outil justement pour travailler sur ces questions. Quoi vous dire de plus? Merci beaucoup pour cette soirée. Et puis pour ceux qui ont envie de continuer à réfléchir ensemble à l'avenir notamment, je les invite éventuellement jeudi soir à participer à la conférence que va nous faire Jean-Claude Masson, ingénieur, qui va nous parler un petit peu des enjeux énergétiques aujourd'hui et puis des enjeux de société que cela pose en même temps pour tenter de répondre au dérèglement climatique et puis de faire une société qui soit capable de durer dans l'avenir. Voilà, merci à tous et à toutes et à bientôt certainement. Et bonne soirée. Ciao, ciao. Au revoir Marie.